Alors, voici tout simplement la réponse à notre question. Les anciens Grecs disaient « diarrheikai basileia ». Les Romains disaient « divide ut regnes ». Nicolas Machiavel en italien dit « divide et impera ». Dans Le Prince, et en américain, ça se dit « divide and conquer ». Diviser pour régner est une stratégie visant à semer la discorde et à opposer les éléments d'un ensemble pour les affaiblir collectivement. L'objectif est de fragmenter les éléments de résistance à un pouvoir extérieur. Celui qui met en œuvre la stratégie peut alors régner sur une population alors qu'il ne le pourrait pas si cette dernière restait unie. Les États-Unis face à la France se heurtent à un os. On l'a encore vu en 2003 lorsque le Premier ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin s'est opposé à la guerre en Irak en disant que ça n'était pas avéré que Saddam Hussein eut des armes de destruction massive. C'est d'autant moins avéré qu'on sait que désormais c'était faux. Ça n'a pas empêché les Américains, d'ailleurs une très grande partie des Européens, entre guillemets, de suivre. Il n'y a que 3 pays qui n'ont pas suivi, la France, la Belgique et l'Allemagne. Seule la France, qui est membre permanent au Conseil de sécurité, ce qui n'est ni le cas de la Belgique ni le cas de l'Allemagne, a traîné les pieds. Alors, il n'y a pas eu de vote, parce que les États-Unis ont craint un veto français. Donc, résultat, les États-Unis sont intervenus en Irak militairement en violant le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Puisque vous savez que dans le droit international positif, seules les guerres autorisées par le Conseil de sécurité au nom du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies de la Charte de San Francisco sont autorisées dans le droit international. Donc les États-Unis sont intervenus avec toute une série de pays européens en Irak, créant d'ailleurs plus d'1 million de morts, ruinant ce pays pendant des décennies, détruisant tout un patrimoine historique, culturel, dénaturant, pillant les collections du musée de Bagdad, mettant ce truc sous coupe réglée de Halliburton et d'autres compagnies américaines, chassant au passage les intérêts français de la Mésopotamie où nous étions présents par la Compagnie française des pétroles depuis les années 30. Mais tout ceci est illégal au regard du droit international. Et la France a sauvé non seulement son honneur en l'espèce, mais aussi un peu l'honneur de l'Occident, ou du moins du monde blanc vis-à-vis des peuples des autres continents. Parce que c'est ça la vocation de la France, c'est, à mon sens en tout cas, c'est de faire prévaloir le droit international, fût-ce contre le grand puissant du moment. La France, c'est le pays des droits de l'homme et elle est considérée et appréciée comme telle. Lorsque la France de De Gaulle s'oppose aux États-Unis ou au Reich hitlérien ou à Staline, le monde entier est derrière elle. Lorsque la France s'oppose à la guerre en Irak de George Bush, le monde entier est derrière elle. Lorsque la France s'est complètement alignée sur les États-Unis, comme c'est le cas actuellement, en se vautrant dans l'indignité de Sarkozy ou de Hollande, le monde entier la méprise. Telle est la vérité. Alors revenons à nos moutons. Eh bien, nos moutons, c'est divide and conquer. C'est ce que font les États-Unis depuis maintenant des décennies. Faut-il vous rappeler l'exemple yougoslave, ce pays qui a été complètement démantelé par les Américains, y compris le Kosovo. Le Kosovo qui est un État fantoche. La bataille du champ des Merles, je crois, de 1320, qui avait rattaché cette province à la Serbie. C'est quelque chose qui est constitutif de l'identité serbe. Ce pays a été complètement martyrisé, démantibulé. Le Kosovo est devenu un pays indépendant, comme serait indépendant la Catalogne ou la Corse. C'est-à-dire pas du tout indépendant. En réalité, le Kosovo est devenu une des principales bases militaires américaines en dehors des États-Unis d'Amérique. Il y a quoi? Il y a Guantanamo, il y a les Açores et il y a le Kosovo, du côté de Pristina. Divide and conquer. Divide and conquer, c'est l'exemple soviétique, le démantèlement de l'URSS, avec le fait que dans tous les pourtours de l'URSS se sont installées des bases militaires américaines, en Géorgie, en Ukraine, en Lituanie, en Lettonie, en Estonie. Je n'ai pas mentionné, j'ai oublié de le mentionner, le Kazakhstan. L'exemple soviétique, l'émiettement du monde musulman, c'est la même chose. L'émiettement irakien. L'Irak était un pays dirigé par Saddam Hussein. Ça n'était certainement pas, effectivement, une démocratie, je suis d'accord. Mais l'Arabie saoudite, qui est protégée par 50 000 soldats américains, 24 heures sur 24, 365 jours par an, depuis maintenant plus d'un siècle, est-ce une démocratie?
Je sais, pour être allé dans tous ces pays, en particulier être allé en Arabie Saoudite et être allé en Irak, qu'il n'y avait pas photo. En Irak, comme en Syrie, c'était des régimes laïques du parti Baas, d'ailleurs inspirés de la France, avec un régime musulman progressiste. Toutes les confessions avaient le droit de s'exprimer. J'ai même acheté mon alliance auprès d'un chrétien nestorien à Bassora, en Irak. Il y avait 13% de chrétiens en Irak du temps de Saddam Hussein. Les femmes conduisaient des tracteurs, des engins. Elles travaillaient, elles pouvaient se balader en cheveux, comme disaient nos grands-mères, c'est-à-dire sans aucun foulard. Je l'ai vu de mes yeux vus. Au moment où j'étais allé dans ces pays, en Arabie, en Koweït ou en Irak, en plein Ramadan, en Irak ou en Syrie, on mange, tout le monde peut manger à midi. Si vous êtes musulman pieux, vous ne mangez pas. Mais si vous êtes chrétien, et il y en a beaucoup en Syrie ou en Irak, vous mangez. C'était ça. En revanche, en Arabie, c'est interdit. Au Koweït également. Nous avons des pays complètement totalitaires. C'est cela que protègent les États-Unis d'Amérique. Et ceux qu'ils dézinguent, ce sont tous les pays laïques. L'Irak, la Syrie, la Libye. Cet émiettement irakien pour faire quoi? L'Irak comme la Libye sont devenus maintenant des foyers de purulence, avec des seigneurs de la guerre, avec une anarchie, un chaos généralisé. Ce chaos généralisé qui est celui qui arrive en Europe, qui est en train de nous être introduit dans nos pays européens. Divide and conquer. L'émiettement libyen, l'émiettement syrien, j'en ai parlé, et les mouvements indépendantistes en Chine, au Tibet, au Xinjiang. Xinjiang, ça veut dire nouvelle frontière en chinois. Je vais peut-être vous ôter certaines de vos illusions. Mais prenons l'exemple tibétain. L'exemple tibétain, cette province qui est à 5000 mètres d'altitude, grande comme 5 fois la France, 11 fleuves prennent leur origine au Tibet et vont irriguer la Chine, notamment le Yangtze, le fleuve bleu et le fleuve jaune, plus le Mékong. C'est évidemment géostratégiquement fondamental pour la Chine. Ça n'est pas la seule chose. C'est un balcon géostratégique à 5000 mètres d'altitude qui permet de surveiller toute la plaine indo-gangétique d'un côté, toute la Chine de l'autre. Vous avez autour du Tibet, à destination avec des missiles, quand vous tirez un missile à 5000 mètres d'altitude, vous bénéficiez d'un avantage balistique fondamental. Vous avez dans un rayon de 3000 ou 2000 km autour du Tibet, vous avez pratiquement 50% de la population mondiale à portée d'un missile américain. C'est quand même formidable. Le Tibet est sous suzeraineté chinoise depuis le XIIIe siècle. Et quel est l'intérêt des Américains, si ce n'est que justement d'essayer de mettre la main sur le Tibet? Je ne suis pas là, je ne suis pas un agent de la République populaire de Chine. Je sais que la Chine a fait une tentative de sinisation forcée du Tibet. Mais ça, on nous rebat tellement les oreilles que j'imagine que vous le savez. Mais est-ce que vous savez en revanche, voilà ce qui se passerait si les Américains s'installaient. Est-ce que vous savez en revanche qui est le Dalai Lama, l'océan de sagesse, très ami avec tous les dirigeants américains. Le Dalai Lama est un agent américain. On sait combien il est payé depuis les années 50. On sait que son frère, tout ça c'est tiré de Time. Time a publié la liste des agents de la CIA. Who's who on the CIA payroll? C'est pas moi, hein? On a même la photo, Tupen Jigme Norbu, le frère du Dalai Lama, qui a commencé à travailler comme traducteur pour la CIA. Si vous ne me croyez pas, allez lire les ouvrages sur le sujet. Sur qui est exactement le Dalai Lama? Le Dalai Lama qui ne connaît pas d'ailleurs uniquement les dirigeants américains. Le Dalai Lama avec son ami le nazi Heinrich Harrer, qu'il a connu depuis des décennies entières. Depuis d'ailleurs
que ce nazi était venu, dans le cadre des années 30, vous savez, les recherches hitlériennes sur l'origine des Juifs ou je ne sais pas quoi. C'était lui, Heinrich Harrer, le copain actuel du Dalai Lama, enfin il est mort maintenant, un des proches d'Hitler dans les recherches pseudo-scientifiques sur les origines des Juifs dans l'Himalaya. Le Dalai Lama, avec son ami le criminel de guerre Hauptschwungführer SS Bruno Beger, que l'on voit ici, juste derrière le Dalai Lama. Bruno Beger, 1911-2009, anthropologue, ethnologue allemand, Hauptschwungführer SS, capitaine SS, participa à l'expédition au Tibet d'Ernst Schäfer en 1938, travailla sous le nazisme pour l'Ahnenerbe ou l'héritage des ancêtres, institut de recherche créé par Himmler. Il était chargé de faire des mesures anthropomorphiques pour identifier la race juive. En fonction de mesures anthropométriques, il sélectionna à Auschwitz en 1943 115 individus vivants qui furent ensuite exterminés au camp de Natzweiler, puis après leur mort transférés à la Reichsuniversität ou officier Hirt, qui devait transformer les dépouilles en squelettes afin d'établir une collection macabre servant à l'identification des membres de la race juive. Si les individus en question furent bien gazés, l'Ahnenerbe omit de les transformer en squelettes. Dans une lettre du 13 avril 1943 adressée au secrétaire particulier de Himmler, le Dr Beger dit son approbation de l'extermination des Juifs en Europe et au-delà dans le monde entier si possible. Le 30 mars 1960, à la suite d'une enquête réalisée sur cette collection, Beger fut incarcéré, puis relâché 4 mois plus tard en attendant un procès, lequel eut lieu 10 ans plus tard en 1970. À son procès, Beger affirma qu'il ignorait que les détenus d'Auschwitz dont il avait pris les mensurations étaient destinés à être tués. Le 6 avril 1971, il fut condamné par le tribunal de Francfort pour complicité dans le meurtre de 86 juifs dans les camps de concentration. Voilà le copain, un autre, de l'actuel Dalai Lama. Ça n'est pas tout. Le Dalai Lama est très ami avec le chef du parti nazi chilien. Il a des sacrées fréquentations. Ce monsieur dont on nous présente toujours qu'il est le parangon des droits de l'homme en France. Pourquoi jamais il n'y a une enquête sur le Dalai Lama? Pourquoi jamais on ne dit quel est le point de vue des Chinois sur cette affaire? Pourquoi jamais on ne dit que si les Américains, si le Tibet devenait indépendant, ce seraient les Américains qui s'y installeraient, qui ont recyclé le Dalai Lama comme ils ont recyclé Walter Hallstein, le juriste nazi, pour une domination totale de la planète? Le Dalai Lama, avec Shoko Asahara, vous savez, le leader de la secte Shoko Asahara, qui a tué au gaz sarin dans le métro de Tokyo le 2 mars 1995. Ah, il a des sacrées fréquentations. L'océan de sagesse.